De retour dans notre émission Entreprenante e-commerce pour cette troisième et dernière partie, on va parler un peu du futur du tourisme sur Internet et de la façon dont on va vendre du tourisme. Est-ce qu'on voit déjà des grandes tendances émerger dans la vente de tourisme en ligne qu'on ne voyait pas il y a 6 mois ou un an? Est-ce qu'il y a vraiment des choses un peu nouvelles, des expérimentations, des outils peut-être qu'on commence à utiliser, qui deviennent intéressants pour le tourisme et qu'on n'avait pas il y a quelques mois ou quelques années en arrière? Aurélie. Il y a la mobilité, ça c'est sans doute un des éléments clés à prendre en compte. Aujourd'hui, 46% des Français disent qu'ils partent en vacances avec un mobile ou une tablette, par exemple. Donc il faut qu'on prenne cela en compte. Ça veut dire qu'ils vont réserver jusqu'à la dernière minute dans la voiture, en route pour la destination. Ils vont penser seulement à ce moment-là à leur hôtel, qu'au resto ou sur place, après avoir visité un musée en sortant, ils vont dire où est-ce que je déjeune, et voilà, checker les restaurants qui sont dans le périmètre. Voilà, tout ce qui concerne la mobilité, ça devient des sujets évidemment essentiels. Il y a beaucoup Donc c'est aux destinations de s'adapter à ces outils-là. Le Voyage à Nantes, par exemple, a créé des outils mobiles où on va s'appuyer sur des plateformes existantes qui ont déjà des versions mobiles. Je pense à Mon Nuage, par exemple, je sais qu'il y a une application mobile. Est-ce que le Voyage à Nantes crée des outils mobiles ou est-ce que du coup les destinations et le Voyage à Nantes vont s'appuyer sur des outils déjà existants? Ça, c'est un vrai sujet. Nous, on s'est vraiment interrogé sur le fait de créer une appli mobile, par exemple, pour le voyage à Nantes. Peut-être qu'on le fera, ce parcours du voyage à Nantes se pérennisant. Peut-être qu'on fera une appli à un moment donné pour recenser, voilà, tous les lieux du voyage à Nantes. Mais l'autre enjeu, c'est de référencer les bonnes applis. Et c'est vrai que nous, dans notre délégation de service public sur le tourisme, on est là aussi peut-être pour aider l'internaute à s'orienter parmi la multiplicité des applis qui existent et à trouver la bonne. Et on peut aider, voilà, à sélectionner, on peut être un sélecteur des meilleures applis selon nous, des plus crédibles, de celles qui apportent un réel service. Donc c'est l'enjeu de l'open data aussi, de donner un libre accès aux données et de favoriser le développement d'applications. Charge à nous, effectivement, de les mettre ensuite en avant. C'est un petit peu comme avec les guides de tourisme, les guides papier. Finalement, on n'est souvent pas à l'initiative nous-mêmes des guides, mais on va orienter le visiteur vers tel ou tel guide qui nous paraît sérieux, intéressant, etc. Nicolas, c'est une généralité ça, que les destinations soient plutôt des catalogues en fait d'applications, parce que tout à l'heure on disait Non. que souvent dans le tourisme on avait été en avance, on avait créé les sites internet d'abord, etc. Là, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'elles créent aussi des applications rapidement ou est-ce qu'elles ont tendance à s'appuyer sur les applications existantes? Alors, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à prendre en compte, c'est que une application mobile, une belle application mobile, ça coûte très cher. Et c'est souvent pas au niveau de ce qu'on espérait, de ce qu'on attendait. Et ça coûte très cher une fois, mais ça coûte très cher aussi tout le temps, parce que la mobilité, ça évolue, les plateformes évoluent énormément. Donc on développe une appli pour l'iPad 1, hop, un an après, on est déjà à l'iPad 3. Les expériences sont pas du tout les mêmes. Du coup, je pense qu'une destination qui fait le choix justement d'abord d'observer parfaitement ce qui se passe, de compiler des très bonnes applications sur le guide de voyage sur son propre territoire. Je pense à la ville de Paris, je pense à Nantes forcément, qui ne sont pas forcément lancés sur le mobile, mais qui sont attentistes, qui regardent déjà ce qui se passe, mais qui sont aussi actifs, puisqu'on a donc un partenariat entre Nantes et Mon Nuage, où l'application guide de voyage Mon Nuage, qui est déjà disponible sur iPad, va être complétée par un guide spécial intégré dans notre application, où il y aura le parcours des œuvres du voyage à Nantes. Donc c'est une façon de s'appuyer, comme disait Aurélie, sur une structure qui existe déjà, parce que nous on a 8 développeurs, donc vous pouvez imaginer la structure que c'est d'entretenir ça en permanence. Et cette application existe déjà, elle a gagné le prix de la meilleure application iPhone de l'année 2011 par Apple l'année dernière. Donc ça a été énormément de travail de la développer. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de passer des partenariats avec les destinations touristiques et de leur proposer l'infrastructure technique avec après un co-branding, un co-marquage
pour que on puisse travailler ensemble la partie éditoriale, puisque nous n'avons pas toutes les informations touristiques, c'est nos partenaires et notamment le Voyage Nantes qui a ces informations-là qui sont stratégiques, et ensuite de faire un travail beaucoup plus léger, nous, d'envoyer un reporter, un voyageur qui va tester les différents lieux, qui va les référencer, qui va prendre des photos, qui va faire un travail entre le journaliste et le blogueur pour compléter notre application avec un parcours spécial. Et là, dans ce cas-là, celui du voyage à Nantes qui sort donc entre le 15 et le 30 juin. D'accord. Donc vraiment, voilà, il y a quand même un lien avec des plateformes existantes comme celle de Mon Nuage. Il y a d'autres plateformes qu'on nous promettait comme très rapidement incontournables. Je pense à Foursquare sur la mobilité et sur la découverte de ce qui peut nous entourer. J'ai pas l'impression aujourd'hui que ça soit vraiment très utilisé par les hôtels, par les restaurants qui sont des lieux touristiques comme ça, ou en tout cas qui rentrent en compte dans un voyage. Est-ce que on tend vers une utilisation plus massive de ces outils, ou ça va rester marginal comme ça l'est encore aujourd'hui, d'après vous? Nicolas, peut-être. La gamification, donc c'est ce phénomène de jouer, parce que Foursquare c'est d'abord un jouet, c'est d'abord un système qui se permet de se check-in, donc de s'identifier dans des endroits précis et puis de dire aux gens je suis là, coucou, et au fur et à mesure de gagner des médailles. Donc on se check sur 5 aéroports différents, on devient jet-setter, on se check dans 5 restaurants, voilà, on peut devenir gourmet ou autre. C'est d'abord la gamification, je pense que c'est pas du tout fini. Il y a certainement un regroupement des acteurs, donc il y a Instagram qui a été racheté par Facebook par exemple. Je pense que il y a besoin d'une clarification. Il y a énormément de services qui sont sortis et les internautes, peut-être que s'y perdent un petit peu. Même les early adopters, comme toi ou moi, on est un peu aujourd'hui dans une rationalisation de notre temps et on se concentre peut-être sur 3, par exemple, plateformes qui sont Facebook, Twitter et Instagram. D'autres gens peut-être d'autres plateformes. Maintenant, je pense qu'il y a une rationalisation, mais c'est pas du tout la fin du phénomène d'amusement, de fun, d'outils un peu rigolos. Donc je pense que il faut rester très très en veille sur ça, et je pense que les gros acteurs le font, comme Google ou Facebook, et par conséquent ils injectent petit à petit des solutions assez innovantes qui peuvent être appliquées au tourisme. Foursquare en est une. Foursquare nous sert, nous, sur notre application, à référencer des lieux. C'est une base de lieux énorme. Le problème de Foursquare aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de contenu, par exemple. Il y a très peu de récits, il y a très peu d'expériences, il y a très peu de photos. Le problème d'Instagram, c'est que c'est très étriqué. Mais sur Foursquare, on a vu quelques lieux qui commençaient à donner des coupons, Oui. des réductions spéciales pour ceux qui venaient régulièrement dans le lieu, etc. C'est resté un peu à l'étape d'expérimentation, Oui. j'ai l'impression, en France en tout cas. Est-ce qu'on va en rester là, à ces expérimentations-là, ou est-ce qu'on va aller un peu plus loin que ça quand même? Groupon, par exemple, a été très très critiqué à son arrivée. Aujourd'hui, ça marche toujours. On prédisait le succès phénoménal de Groupon. Après, on prédisait la mort de Groupon. Maintenant, ça fonctionne toujours, ce système de coupons très très local, justement, basé autour des villes de France et du monde. Mais je pense pas que c'est du tout la fin de ce genre de service, et notamment des coupons qui sont très utiles. Je pense tout simplement qu'on est dans une période de transition où les hôteliers, les restaurateurs découvrent ce genre de système et d'offres qui permettent vraiment de faire venir quelqu'un chez soi. Il y a des cas assez extraordinaires de coiffeurs qui ont, grâce à des coupons spéciaux sur Foursquare ou autres, ont fait venir plein de gens chez eux. Donc je pense que c'est vraiment, on est encore au stade de labo là-dessus. Il y a pas mal de services qui proposent ça. Ça étrangle encore un petit peu les commerçants. Je pense que c'est encore trop cher pour être intéressant. Maintenant, on va se positionner nous personnellement là-dessus aussi, mais je pense qu'on n'est qu'au début de ce phénomène-là. Et les offices de tourisme, je pense, commencent à bien comprendre la logique et la motivation que ça peut être pour des partenaires de se mettre sur ces plateformes-là. Absolument, ce sont des systèmes qui offrent plein d'opportunités. Ce qui est rigolo, c'est qu'aux antipodes, il y a aussi un grand courant qui est sur l'alternatif. C'est échapper aux marchands. Et ça aussi, c'est je pense, une grande tendance de demain. C'est dormir dans un canapé chez une personne qu'on ne connaît pas. C'est tout le phénomène du couchsurfing, de Camp in My Garden, où on va ouvrir son jardin et le transformer en terrain de camping. Voilà, c'est tout ce qui va complètement échapper à tout ça.
voilà, vraiment le voyage de routard, mais qui va utiliser toutes les nouvelles technologies de mise en contact qui sont aujourd'hui disponibles. Ça, c'est deux grandes tendances, à la fois utiliser ces nouveaux outils qui apparaissent et puis aussi sortir un peu des sentiers battus avec le couchsurfing par exemple. Si on va un peu plus loin, ce sera ma dernière question, est-ce qu'on peut imaginer du coup qu'Internet un jour supplante totalement les guides papier ou les agences? On voit que c'est déjà très très important, c'est déjà majoritaire aujourd'hui Internet pour préparer son voyage et même faire ses retours d'expérience. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, ça soit vraiment quasiment 100% des usages qui passent via Internet? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que Internet supplante le guide papier. Nous, on n'a jamais eu autant de téléchargements de guides que depuis qu'on a mis en place des plateformes de téléchargement pour feuilleter les brochures, etc. C'est ce qui est le plus regardé sur notre site. Donc, les gens ont besoin à un moment donné de se rassurer avec un guide, avec un plan. On n'a encore pas vu de touristes se balader en ville sans le plan plié en quatre dans la poche, etc., qui va devenir aussi un souvenir, un objet de recueil d'informations, etc. Donc je pense que les médias se complètent de la même façon que les agences de voyage sont encore là, parce que la relation humaine, elle est très importante. Elle a peut-être jamais autant été, et que quand on prépare un voyage dans lequel on investit beaucoup, effectivement, on a besoin aussi de se rassurer et de passer par l'expérience de l'autre. Du coup, si vous aviez un conseil ou deux à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'e-commerce touristique, pour vous, ça serait quoi? Vraiment la chose sur laquelle il faut travailler, qui pourrait résumer tout ce qu'on a dit pendant cette émission, pendant ces trois différentes parties. Vraiment, le conseil important pour vous, c'est quoi, Nicolas? Euh, observer ce qui se fait, je pense, regarder autour de soi, prendre le temps de bien structurer son offre, son business model. Enfin, le tourisme, on doit tous vivre. On doit tous vivre, et même les organismes, même les structures doivent payer des salaires, doivent payer des gens qui sont là. Voilà, on doit vivre. Par conséquent, il faut réfléchir à son business model. Est-ce qu'on va pouvoir se payer? Est-ce qu'on va pouvoir euh, proposer un service innovant? Est-ce que le service que je propose n'existe pas déjà? S'il n'existe pas déjà, l'adapter correctement. S'il existe enfin, c'est l'inverse. Enfin, s'il n'existe pas déjà, essayer de l'inventer, mais il y a une prise de risque. S'il existe déjà, par exemple Airbnb, qui est un service américain d'hébergement un peu nouveau, voilà, il y a une version française, mais enfin il y a des petits poussets comme Bedicassa qui sont en France. C'est une très bonne adaptation. Je pense qu'il faut vraiment faire beaucoup de veille. Et puis il y a un moment où il faut arrêter de réfléchir trop et se lancer. Il y a parfois des segments, des secteurs très très concurrentiels où sur une très bonne idée, un très bon produit, ça a fonctionné. Le Bon Coin par exemple, c'est typiquement un produit qui est idiot. C'est un site juste avec des petites annonces géolocalisées, mais voilà, il fallait y penser. C'est juste extrêmement simple. La techno est extrêmement puissante. C'est moche, voilà, mais c'est très efficace. Et aujourd'hui, ça fait des millions de visiteurs par jour. Ça rend le service que les gens attendaient et qui était devenu trop compliqué peut-être avec eBay ou avec d'autres acteurs. Voilà, on est retour aux basiques, et parfois les basiques, c'est ce qui fonctionne le mieux. Regarde Instagram, c'est complètement le système le plus basique. C'est-à-dire, je prends une photo, je la vieillis, et je fais juste la partager. Enfin, c'est vraiment le retour à l'essentiel. Aurélie, pareil, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'e-commerce touristique? Bah oui, je pense que c'est autour de l'offre. Il faut vraiment se démarquer par son contenu, par la singularité, l'exclusivité de l'offre. Sinon, c'est tellement facile de comparer sur Internet toutes les offres, tous les produits, tous les services, etc., que si on n'arrive pas à se démarquer en proposant un produit ou un service qui n'existe pas ailleurs, on tombe dans la guerre des prix. Elle est impitoyable sur Internet. Donc c'est, voilà, vraiment, nous, on travaille sur l'événementiel, des séjours folles journées, des séjours royal de luxe, le voyage à Nantes, voilà, des offres qu'on ne va pas retrouver sur Booking ni sur Expedia, voilà, qui sont voilà, dont on maîtrise, dont on est sûr du contenu, et qui sont exclusives.
Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à toutes mes questions. Je le rappelle, Aurélie Penneau, vous êtes directrice marketing et commerciale pour le voyage à Nantes. Et Nicolas de Dianous, tu es responsable marketing de monnuage.com. Merci encore à tous les deux. Nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission e-commerce entreprenante. D'ici là, portez-vous bien. Salut.